clinique d'infection congénitale à cytomégalovirus. Donc la semaine prochaine, je vous raconterai un petit peu ce que c'est que le cytomégalovirus de façon plus générale. Et là, on va voir un aspect de la pathogénie de ce virus qui est qu'il peut, lorsque il y a une infection qui survient chez la femme enceinte, il peut être transmis au fœtus et donner une infection fœtale et voire une maladie fœtale aussi. Pas toujours, mais voilà. Donc là, le cas clinique vous pose la question suivante. Dans le cadre de l'exploration d'un syndrome fébrile qui traîne un peu depuis 8 jours chez une femme enceinte de 10 semaines d'aménorrhée, donc elle est au premier trimestre de sa grossesse, d'accord, elle a de la fièvre. Il est de bonne pratique de rechercher, surtout une fièvre un peu traînante, de rechercher une infection à cytomégalovirus. Et donc, on fait une sérologie dans ce cas-là. D'accord ? Est-ce que vous avez la moindre idée, je pense que non, mais on peut toujours essayer, la moindre idée de l'épidémiologie de l'infection congénitale à SMV ? Répondez, hein, parce que l'idée, c'est que vous répondez. Mais si vous ne savez pas, vous me dites que vous ne savez pas. Hein. Vous ne savez pas. Voilà. OK. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 50% des individus, c'est-à-dire 50% d'entre vous, peut-être un peu moins, 45% parce que vous êtes jeunes, 45% d'entre vous ont déjà rencontré le cytomégalovirus et sont séropositifs pour le cytomégalovirus. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se souvient avoir fait sa primo-infection à cytomégalovirus ? Aucun, j'imagine. Si vous, une primo-infection à cytomégalovirus, vous avez fait ça, vous aviez eu quoi comme symptômes ? D'accord. Un peu de fièvre ? D'accord. Bon, ben là, vous aviez un médecin astucieux qui a pensé au cytomégalovirus. Vous voyez, ça a mis du temps avant de faire le diagnostic. En effet, ce n'est pas du tout typique. La varicelle, quand vous faites la varicelle, tout le monde sait s'il a fait la varicelle ou pas, quasiment. Si vous ne le savez pas, votre maman, elle le sait, hein, si vous l'avez fait. Si vous aviez fait la rougeole, ça se saurait aussi, etc. Mais le cytomégalovirus, c'est très non spécifique. Donc, c'est difficile à diagnostiquer. C'est pour ça que vous ne savez pas si vous êtes séropositif ou pas. Et lorsque, donc du coup, les femmes enceintes, il y en a 50% qui n'ont jamais rencontré l'infection, d'accord ? Il y en a 50% qui ont déjà fait une infection plus jeune dans leur vie. Et si on regarde quelle est la prévalence à la naissance de cette infection, parce que je vous dis, ça peut se transmettre donc de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Si on regarde les enfants à la naissance, et on a fait comme ça une grosse étude en testant tous les bébés qui naissaient à Necker et tous les bébés qui naissaient à la maternité de Poissy pendant 2 ans. On les a testés pour regarder s'ils étaient infectés par le CMV. D'accord ? Et alors, comment on a fait ça ? On a pris un petit écouvillon de salive et on a recherché le CMV par biologie moléculaire, par PCR. Et on a trouvé une prévalence de l'infection de 0,4%. C'est-à-dire 4 bébés sur 1000 sont infectés par le CMV à la naissance. C'est beaucoup. Hein, quand vous représentez qu'il y a à peu près 800 000 naissances en France, vous voyez, ça fait quand même plusieurs milliers d'enfants qui naissent infectés par le CMV tous les ans en France. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et ce qui est difficile à comprendre, ce qui est différent de la toxoplasmose, différent de la rubéole, une infection congénitale dans la toxoplasmose, vous avez eu le cours, ça j'ai vérifié la semaine dernière, on vous a dit, ça survenait après une primo-infection maternelle. D'accord ? C'est quand la mère fait sa primo-infection. La difficulté avec le cytomégalovirus, c'est que l'infection du fœtus, et donc de l'enfant à naître, elle peut survenir après une primo-infection maternelle, bien sûr, mais aussi après une infection maternelle dite secondaire. Hein, parce qu'on peut... C'est un herpès virus, donc il reste dans l'organisme tout le temps de notre vie, donc il peut se réactiver, d'une part. Et d'autre part, comme c'est un virus, et on va le revoir quand on fera le cours la semaine prochaine, c'est un virus qui est très divergent sur le plan génétique, on peut s'infecter avec plusieurs souches. Donc c'est vraiment très très particulier, et là j'insiste sur ce point parce que c'est la particularité de l'infection congénitale à CMV. Elle est d'une part, c'est la plus fréquente des infections congénitales, 0,4%, 4 pour 1000 enfants infectés, et elle a cette particularité de survenir soit après une primo-infection maternelle, soit après une infection maternelle secondaire. C'est-à-dire que quand on a déjà été infecté, enfant ou adolescent, par le CMV, on n'est pas complètement protégé pendant sa grossesse. On peut faire une réactivation, une réinfection et infecter éventuellement son fœtus. Vous voyez que du coup, ça va être une infection qui est difficile à diagnostiquer.
Alors, après, bon, je vous avais mis déjà la réponse. Donc du coup, est-ce que, à votre avis, comme c'est dans toutes les infections congénitales, c'est comme ça, quand une mère fait une infection, est-ce qu'à tous les coups, elle va infecter son fœtus? Non. Il y a une certaine proportion des cas dans lesquels le fœtus sera infecté et une proportion dans laquelle il ne sera pas infecté. Alors, si la mère fait une primo-infection, le risque d'infection du fœtus est de l'ordre de 32%. Alors que si la mère fait une infection maternelle secondaire, il y a beaucoup moins de transmission, parce que quand même, il y a une certaine protection par les infections précédentes. D'accord? Donc, 32% en infection primaire et autour de 1 à 2%. Ceci dit, c'est mal connu, il y a peu de chiffres. 1 à 2% pour les infections maternelles secondaires. Alors, vous pourriez me dire, généralement c'est ce qu'on me dit, oui, mais alors le fœtus, quand il est infecté après une infection maternelle primaire, ça va être plus grave que quand il est infecté après une infection maternelle secondaire. C'est ce qu'on pensait pendant des années. Et puis on s'est rendu compte, en réanalysant toutes nos cohortes, etc., que en fait, le tableau clinique peut être aussi sévère après infection maternelle secondaire qu'après infection maternelle primaire. Donc vous voyez que c'est assez compliqué comme problème. Alors du coup, cette dame, elle a son syndrome fébrile. Donc là, il y a un médecin malin qui pense au CMV et qui lui demande une sérologie CMV. Donc quand on demande une sérologie quand on veut diagnostiquer une infection en cours, qu'est-ce qu'on demande comme marqueur? C'est marqué, mais enfin, dites-le moi. IgG plus IgM. Hein, vous êtes d'accord? C'est les IgM qui sont les marqueurs d'infection récente. On est d'accord? Donc c'est ce qu'on fait. Et là, vous voyez que la sérologie, elle vous met IgG positive, IgM positive. Alors vous pensez quoi? Voilà, ça peut être une primo-infection, je suis d'accord avec vous. Mais la nuance, c'est que y a les IgM, les tests IgM sont souvent pas très spécifiques. Et donc on peut avoir des IgM positifs, mais que ce ne soit pas une primo-infection récente. OK? Ça, c'est quelque chose d'assez général. C'est particulièrement vrai pour les herpès virus, mais c'est assez général. C'est-à-dire les IgM, les tests IgM de façon générale ne sont pas très spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir si c'est vraiment une primo-infection qui est survenue pendant la grossesse de cette dame ou pas? Très bien, un test d'avidité, formidable. Qui a dit ça? Oh ben bravo. Ouais, j'ai qu'à vous à dire bravo parce que vous n'avez même pas eu le cours. Ben, très bien. Un test d'avidité, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Voilà, donc ça vous explique que les IgM ne sont pas très spécifiques parce que ce qui peut arriver, c'est que vous faites votre primo-infection en janvier 2017. On vous reteste, donc on fait le diagnostic en janvier 2017, on vous reteste en janvier 2018 et vous avez toujours des IgM CMV. Donc elles peuvent être persistantes. C'est des vrais IgM CMV, mais elles restent, on s'en débarrasse, on met longtemps à s'en débarrasser. Donc il y a déjà ça. Il y a le fait qu'on a beaucoup de réactions non spécifiques, c'est-à-dire qu'on a une infection haute, je ne sais pas quoi, une grippe, une infection respiratoire, et on a une stimulation polyclonale du système immunitaire qui fait qu'on a un peu d'IgM, qui accroche les tests CMV par exemple. Et puis on peut aussi avoir des IgM si éventuellement, si on a une réactivation, une réinfection. Donc si on veut savoir si c'est une primo-infection, eh bien on va faire en effet là le test d'avidité des IgG. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test d'avidité? Le principe, c'est que les IgG contre n'importe quel type d'antigène, du reste, que ce soit un antigène viral, un antigène parasitaire, c'est la même chose pour la toxo, ou pour voilà, d'autres pathogènes infectieux, eh bien, les IgG, quand on est tout au début de la primo-infection, elles ne sont pas très spécifiques de l'antigène. C'est-à-dire que la liaison entre l'antigène et l'anticorps ne va pas être très forte. Et on va pouvoir en fait détacher l'antigène et l'anticorps assez facilement, alors que lorsque l'on est tard, loin derrière, dans une infection ancienne, la liaison entre l'antigène et l'anticorps, elle est très forte. Et ça va être plus difficile de détacher les complexes antigène-anticorps. Donc normalement, je pense que la suivante, ça vous montre, voilà, comment on fait un test d'avidité dans nos laboratoires. Alors, en fait, on fait le test sérologique 2 fois. Vous voyez, ça, c'est un ELISA. Donc, vous voyez, c'est des petites cupules
que le fabricant a fait pour nous, et au fond duquel, là, ce que je vous ai figuré là en noir, c'est l'antigène CMV. OK ? Et vous rajoutez le sérum de la patiente. Donc, vous le rajoutez dans une cupule, vous le rajoutez dans la deuxième cupule. Okay ? Ce que je vous ai figuré ici en rouge, c'est les petits anticorps. Donc, les anticorps spécifiques CMV, ils se fixent sur les antigènes, on est d'accord. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais dans la deuxième cupule, vous rajoutez quelque chose supplémentaire qui est de l'urée. Or, l'urée a une certaine molarité, qui est généralement de 0,6 molaire, a la particularité de pouvoir détacher les complexes antigènes-anticorps s'ils ne sont pas bien fixés. Donc, en gros, si on est en primo-infection, l'urée va détacher les complexes antigènes-anticorps. Si on est en infection plus tardive, si on est loin de la primo-infection, eh bien, ils vont rester accrochés quand on traite avec de l'urée. Donc, on traite une cupule avec de l'urée, l'autre, on ne lui fait rien de particulier, l'autre, on fait un ELISA normal, on fait des lavages, et puis pour révéler la présence des anticorps, on met des anticorps, enfin c'est un ELISA classique, ça je pense que vous connaissez, on met des anticorps anti-IgG humaines qui sont marqués, n'importe quoi, là ici il y a de la fluorescence, d'accord ? Et puis après on lit, la fluorescence émise, qui est évidemment proportionnelle au nombre d'anticorps présents. Et on fait le ratio ensuite, l'index d'avidité, c'est ça, c'est le ratio entre la fluorescence que l'on a dans le puits dans lequel on a rajouté de l'urée et la fluorescence dans le puits dans lequel on n'a pas rajouté d'urée. Donc vous voyez ici, où il y a peu de petits anticorps qui seront partis, eh bien l'index d'avidité, il est 150 000 sur 200 000, il a 0,75 ou 75%, donc il est élevé. Donc là, on est dans une situation du sérum d'une femme qui a une infection ancienne. En revanche, l'autre cas, deuxième sérum, vous voyez ici que le traitement par l'urée détache beaucoup d'anticorps. Hein, ce que je vous ai figuré là, bon, c'est mes talents de dessinateur, hein, mais bon. Et donc du coup, vous allez avoir une fluorescence qui est beaucoup moins importante dans le puits avec de l'urée, et vous allez donc avoir un ratio de fluorescence entre le puits avec urée sur le puits sans urée, qui est faible, un ratio faible ou un pourcentage, ça peut s'exprimer en ratio ou en pourcentage bien sûr, donc un pourcentage là qui est de l'ordre de 15%. Donc vous voyez que là l'avidité est faible, on a détaché beaucoup d'anticorps, donc ce sont des anticorps de primo-infection. C'est comme ça qu'on fait en fait, hein. Vous voyez, ce sont des tests quand même commercialisés, mais voilà. Et l'interprétation, elle est faite de la façon suivante, si on a un index d'avidité bas, on peut dire qu'on a eu une infection récente dans les 3 mois précédents pour le CMV. Et si on a une avidité élevée, ça veut dire qu'on peut éliminer le fait d'avoir une primo-infection dans les 3 mois précédents. Donc pendant la grossesse, ça va être intéressant. Si on fait la sérologie au premier trimestre, on pourra dire qu'il y a eu une primo-infection pendant la grossesse ou il n'y a pas eu de primo-infection pendant la grossesse. D'accord ? Et c'est le même raisonnement pour la toxo, pour la rubéole, etc. C'est le même type de test, sauf que les bornes ne sont pas les mêmes, exactement. Pour la toxo, je crois que c'est 2 mois. Pour la rubéole aussi. Enfin, bon, vous verrez ça plus tard. Ce n'est pas exactement les mêmes bornes, mais c'est le même principe. Alors, l'index d'avidité pour cette patiente est bas. On est à 10 semaines d'aménorrhée, l'index d'avidité est bas. Donc, ça veut dire que son infection a eu lieu dans les 3 mois, donc il a eu lieu pendant sa grossesse. Vous êtes d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous savez de ce qui peut se passer ? Déjà, il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Quel est le risque que le fœtus soit infecté ? Voilà, autour de 30%. Donc déjà, la première chose que vous pouvez dire, c'est attention. Oui, bon, d'accord, vous avez une primo-infection à CMV pendant votre grossesse, mais attention, dans une grande partie des cas, dans 60-70% des cas, en fait, votre fœtus ne sera pas infecté. Okay ? Donc, on peut déjà dire ça. Bon, mais ça ne va pas lui suffire. Elle va dire 30%, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus ? Qu'est-ce qu'elle va avoir envie de savoir, cette femme ? Si son fœtus est infecté ou pas. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour savoir si son fœtus est infecté ou pas ? Absolument, une amniosynthèse. Alors pourquoi une amniosynthèse ? Parce que si le fœtus est infecté, il va excréter du virus. On reverra le cycle de l'infection à CMV. Mais en gros, quand on est infecté par le CMV, on a du virus absolument partout dans l'organisme. Et notamment, on en a dans les urines.
Donc, vous savez que le liquide amniotique, c'est en circuit fermé. Hein, donc, le bébé, il avale son liquide amniotique et il le pisse. Enfin bon, c'est un circuit comme ça. Donc, du coup, s'il y en a beaucoup dans les urines, il va y en avoir beaucoup dans le liquide amniotique. C'est logique. Donc, en effet, ça va être le prélèvement de choix pour savoir si le fœtus est infecté ou pas. Alors, donc là, j'avais un peu plus détaillé sur ma réponse. La première chose, en effet, à faire, c'est de lui dire d'aller dans un endroit spécialisé quand même. Vous êtes d'accord? Si vous êtes médecin généraliste ou si vous êtes biologiste, votre première action, c'est de dire, voilà, vous pouvez déjà donner un peu un schéma, enfin, dire un petit peu ce que vous savez, mais il faut en effet, quand il y a un problème comme ça, un suivi spécialisé en centre de diagnostic prénatal, dans une maternité qui a un centre de diagnostic prénatal. Alors, après, il n'y a pas de consensus complet sur le fait est-ce qu'on fait une amniosynthèse en systématique ou pas. Il y a certaines équipes qui ne proposent pas l'amniosynthèse en disant on va faire un suivi de l'échographie et s'il y a des anomalies, on fera l'amniosynthèse à ce moment-là. Et puis il y a d'autres équipes qui proposent l'amniosynthèse et la femme évidemment choisit si elle veut ou pas une amniosynthèse. En sachant qu'on était assez réticents avant à faire des amniosynthèses, à votre avis pourquoi ? Voilà, il y a un risque de fausse couche lié à l'amniosynthèse. Ce risque, il a été réévalué et lorsque une amniosynthèse est faite dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'elle est faite dans un centre de diagnostic prénatal par des gens qui ont l'habitude, qui en font souvent, etc., les risques de fausse couche sont vraiment très bas. Donc ça a été bien réévalué récemment. Donc après, il faut peser voilà. Mais souvent, malgré tout, les couples ont envie de savoir si leur fœtus est infecté ou pas, hein, quand même. Donc du coup, ils sont assez demandeurs d'une amniosynthèse. Voilà. Et en revanche, c'est évidemment, il y a des anomalies échographiques, évidemment qu'il faut faire l'amniosynthèse. Là, cette fois, on ne se pose même pas la question. Hein, enfin, si, on peut toujours poser la question. Bien sûr, il faut que la femme soit d'accord, mais on pousse un peu quand même pour savoir si vraiment le fœtus est infecté ou pas. Alors, ce diagnostic prénatal, voilà, ça vous illustre un petit peu ce qui se passe. C'est quand on a une infection du fœtus, ici. Donc, on a le fœtus, il y a du virus qui se réplique absolument dans tous les organes, dont dans le rein. Et donc, le rein va excréter, le virus va être excrété dans les urines. Alors, ah oui, j'ai oublié de corriger ça, c'est plutôt 18-19 semaines. En fait, ce qui est important, c'est le timing de l'amniosynthèse. Pourquoi, à votre avis, on ne peut pas faire une amniosynthèse à 12 semaines pour rechercher le virus dans le liquide amniotique, c'est-à-dire dans les urines fœtales? J'ai pas entendu? Voilà, très bien. Alors, en effet, le système urinaire fœtal n'est pas encore mature. Donc, il ne pisse pas. Donc, évidemment, s'il ne pisse pas de CMV. Hein, d'accord? Donc, c'est trop tôt. La myosynthèse, c'est trop tôt à 12 semaines. Il faut la faire à partir de 16-17 semaines, le système urinaire est mature. Donc, généralement, on ne fait pas les amniosynthèses avant 18-19 semaines. Et ce qui est très important aussi, si on est dans un contexte de primo-infection, c'est qu'il ne faut pas la faire trop tôt après la primo-infection. Parce que vous avez vu, peut-être, non, voilà, je vous montre ici, ça prend du temps un petit peu, cette infection fœtale. Il y a la virémie maternelle, l'infection du placenta, ensuite la transmission au fœtus, la réplication dans les différents organes, ça ne prend pas 5 jours. Hein. Il y a un temps d'incubation, et pour qu'il y ait du virus dans les urines, il faut un peu de temps. Et donc, il faut vraiment attendre 8 semaines entre le moment où on a diagnostiqué, on a daté la primo-infection maternelle et le moment où on fait la myosynthèse. C'est vraiment important. Alors avant, on disait qu'il fallait la faire après 20 semaines, mais on s'est rendu compte que ce qui est important, c'est pas tellement ça, c'est de la faire vraiment 8 semaines après la primo-infection, pas trop tôt après la primo-infection. Et si donc on sait que la primo-infection a eu lieu à 5 semaines d'aménorrhée, par exemple, on peut très bien faire la myosynthèse à 18 semaines, ça ne posera pas de problème. Alors, pourquoi on donne toutes ces précisions, à votre avis? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? On fait un geste invasif, donc on veut être sûr de notre résultat. Donc, on ne veut pas risquer d'avoir des faux négatifs du diagnostic prénatal. C'est-à-dire parce qu'on a prélevé trop tôt. Et donc, du coup, c'est négatif parce qu'on a prélevé trop tôt. Donc, on ne veut pas se mettre dans cette situation-là. D'accord? Enfin, on veut éviter.
Alors là, finalement, cette femme, elle a eu une amniosynthèse à 21 semaines d'aménorrhée. OK ? Le temps que, voilà, que tout le monde se décide, que ce soit fait, 21 semaines d'aménorrhée. Et elle est positive. Donc, vous voyez, je vous ai mis la charge virale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les charges virales. Mais à votre avis, 7 millions de copies par ml, est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Donc, en effet, il y a beaucoup d'ADN l'ADN viral et le virus, d'ailleurs, se concentre dans ce liquide amniotique. C'est très, très riche en virus. Alors, bon, bah, c'est bien joli. On a fait l'infection fétale. Mais est-ce que tous les fœtus qui sont infectés vont être malades? Est-ce qu'ils vont tous, après, quand ils vont naître, être malades, avoir des séquelles plus tard? À votre avis? Non, heureusement. Heureusement, il n'y en a qu'une partie qui va être malade. Est-ce que vous avez la moindre idée de la proportion de ceux qui sont malades et de ceux qui ne le sont pas? C'est pas facile. Il dit quoi? Eh bien, c'est très bien. C'est presque ça. C'est 10-15%. Ouais. Bravo. Ah, il a le pili sous les yeux. Ah oui. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien, c'est interactif. Donc, en effet, il y a beaucoup plus de cas dans lesquels le fœtus est infecté, mais il ne va pas être malade, que de cas où le fœtus est infecté où il va être malade. Donc, on va faire un suivi échographique et on va faire un pronostic en fonction de ce qu'on voit à l'échographie. Et qu'est-ce que ça peut donner comme type de... Quand le fœtus est malade, qu'est-ce qu'il peut avoir comme signe, à votre avis? Je ne sais pas ce que je vous ai mis après. Hein? Qu'est-ce qui est dangereux, en fait? Les atteintes du système nerveux central, en effet, le CMV, il y en a partout. Il y en a toujours dans le cerveau, mais dans certains cas, il y a des lésions qui s'installent, des lésions d'encéphalite et différentes lésions liées à l'atteinte du cerveau. Et c'est ça qui fait le pronostic. Donc, on va rechercher de façon, mais alors vraiment extrêmement méticuleuse, les signes au niveau général, parce que comme ça donne une infection générale, ça donne aussi des signes d'infection généralisée, éventuellement, mais surtout si le fœtus a un cerveau qui est normal ou pas, à l'échographie. Oh, j'ai le truc. Je me dépêche. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe à l'échographie? Et si on sait que le fœtus est infecté, on va les rechercher, on fait une espèce de checklist, hein, on regarde tout ça, et on va trouver les signes et on va pouvoir faire un pronostic qui est fiable. D'accord? Que si on ne sait pas que le fœtus est infecté, parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu une primo-infection, on ne sait pas qu'il y a eu une infection fétale, et on fait les échographies systématiques de la grossesse. Vous savez qu'il y a 3 échographies, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Ben, c'est beaucoup plus difficile de voir les problèmes liés au CMV, sauf s'ils sont monstrueux, c'est énorme, on ne peut pas passer à côté. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de mettre en évidence quelque chose de subtil quand on n'est pas dans le contexte que quand on sait qu'on est dans ce contexte-là. Donc, c'est un argument, ça, peut-être pour faire un dépistage, parce qu'on va le revoir après. C'est l'infection congénitale la plus fréquente, mais c'est l'infection qu'on ne dépiste pas en systématique. Hein? Alors, du coup, on va regarder, on va pouvoir voir des signes d'infection généralisée. Un intestin, la réplication dans le rein, ça peut donner beaucoup ou pas assez de liquide amniotique, oligohydramnios ou polyhydramnios. Et puis, le virus, il peut se multiplier dans l'intestin fœtal, donc ça peut donner une entérocolite virale qui se voit à l'échographie sous forme d'un intestin qui est très échogène. Ça peut donner une hépatite virale, donc on peut avoir un gros foie, on peut d'ailleurs aussi avoir une grosse rate, je n'ai pas marqué là, qui peut, dans certains cas, donner une insuffisance hépatique si ça tourne mal. Bon. Mais ces signes-là, généralement, ils régressent. Ils ne sont pas majeurs, la plupart du temps, ils régressent. Ce qui nous embête, c'est le cerveau. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. Donc, soit il y a des signes super graves dans le cerveau, d'emblée, une microcéphalie, des ventricules monstrueux, des anomalies de la substance blanche, qui sont de la nécrose, en fait, hein, liées à la multiplication du virus, à la destruction du tissu nerveux. Soit il y a des anomalies beaucoup mineures, beaucoup plus subtiles et plus difficiles à voir et qui sont de moins mauvais pronostics. Donc, c'est ça que vous l'avez dirigé dans un centre de diagnostic anténatal. On a fait la myosynthèse, on a vu que le fœtus a été infecté et on fait le bilan échographique pour voir où on en est et un bilan échographique très précis. Et on va même plus loin, on préconise de faire aussi une IRM du cerveau fœtal
vers 30-32 semaines, quand il y a une infection, pour voir justement des choses très subtiles qu'on n'aurait pas vues à l'échographie. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Vous me dites ça, à quoi ça sert de rechercher? Oui. Est-ce qu'on a un traitement à donner? Non. Pour le moment, il n'y a pas de traitement validé. Alors, on a des études en cours qui essayent différents antiviraux, notamment les nouveaux antiviraux, qui sont moins toxiques pour à la fois la personne qui le prend, donc la femme enceinte, et surtout qui ne sont pas toxiques, carcinogénèses, qui ne sont pas tératogénèses, etc. Donc, il y a des nouveaux antiviraux qu'on est en train d'essayer, mais pour le moment, on n'a pas de résultats. D'accord? On n'a pas encore les résultats de ces études. Donc, en fait, on ne peut pas proposer de traitement. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer éventuellement? Voilà, on peut proposer une interruption médicale de grossesse si vraiment les choses tournent mal. Hein. Alors, proposer, en fait, c'est la femme qui demande à l'interruption médicale de grossesse. Mais évidemment, si on lui dit, voilà, votre fœtus, il a une microcéphalie, il a une hydrocéphalie, il a ceci, il a cela. Alors après, c'est les convictions de chacun, mais très souvent, évidemment, le risque de handicap étant tellement important, il y a un choix d'interruption médicale de grossesse. Jusqu'à quand on peut faire l'interruption médicale de grossesse en France? Il n'y a pas de limite, c'est J-1 avant l'accouchement. Hein. Ce qui permet dans ces suivis d'avoir... Alors c'est très dur de faire une interruption médicale de grossesse à 36 semaines, c'est très très dur. Mais, enfin pour la personne qui le vit. Mais en même temps, c'est une sortie de secours si jamais les choses se dégradent. Parce que la dégradation peut se faire petit à petit. Mais on arrive tout de même bien... quand l'échographie est complètement normale au moment où on fait le diagnostic, vers 22-23 semaines, l'échographie est normale, on recherche aussi des signes biologiques fétaux, on mesure les plaquettes du fœtus, on mesure sa charge virale. Et si tout ça est dans les scores qu'on attend, le pronostic est très bon. Donc on peut rassurer en faisant un bilan pronostic, malgré tout. OK. Alors, ça vous illustre le côté nouveau-né. Si on a 100 nouveau-nés qui naissent infectés par le CMV, si on en prend 100 infectés, eh bien, en effet, on en aura 10 à 15%, c'est ce que vous disiez, qui sont symptomatiques. Et cela, alors là, c'est un peu la cata. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la naissance, on va repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pédiatre de maternité va voir. Alors, soit c'est extrême, et je vous montrerai quelques photos dans le cours CMV où c'est vraiment des bébés, on ne peut pas le louper, quoi. Il y a vraiment, ils ont notamment plein de petits pétéchis parce qu'ils ont des thrombopénies importantes. Soit c'est plus subtil, c'est une grosse rate, un gros foie, un bébé qui n'est pas très dynamique, enfin bon. Mais de toute façon, ceux qui sont symptomatiques à la naissance, qui sont repérés à la naissance, eh bien, qui sont repérés quand c'est le cas, parce que ce n'est pas toujours le cas, quand même, eh bien, en fait, ils ont un pronostic qui est vraiment mauvais. Dans 60% des cas, ils auront une séquelle. Que ce soit un déficit psychomoteur, donc ça peut donner des enfants qui ont des insuffisances motrices cérébrales extrêmement graves, c'est-à-dire des enfants qui vont jamais, par exemple, pouvoir tenir leur tête, c'est-à-dire ne jamais dépasser le stade de 3 mois. Donc ça peut être super grave, vraiment la catastrophe. Et avec des déficits qui sont moindres, bonjour Flore, notamment des déficits auditifs qui peuvent être bilatérales, unilatérales, etc. Et puis à côté de ça, vous avez ceux qui naissent asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne les repère pas du tout, s'ils ne sont pas qui sont infectés. Ils sont parfaitement comme les autres. Et le pédiatre de maternité ne voit rien. Eh bien, ceux-là, ils ont un bon pronostic dans la très grande majorité des cas, mais ils peuvent avoir d'emblée des déficits auditifs ou les développer plus tardivement. Et donc, il faut faire un suivi particulier de ces enfants. Quand on le sait. Mais comme il n'y a pas de dépistage, en pratique, on ne le sait pas. Ah oui, donc voilà. Donc ça, c'était pour le CMV. Donc la semaine prochaine, on refera le cours, ça vous fera une révision. Bon. Et là, je voulais vous parler, parce qu'on avait mis ça dans le dé l'année dernière, puisqu'on était en pleine épidémie Zika. Mais malgré tout, ça reste quand même d'actualité, notamment pour les jeunes femmes enceintes qui voyagent, parce qu'il y a encore des pays d'endémie. Donc du coup, j'ai quand même laissé le cas clinique.
Donc, il s'agit d'une... alors, vous avez fait le cours sur les arboviraux? Je n'ai pas regardé ça, par contre. Non plus? Aïe, 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 aïe. Donc, il s'agit d'une femme enceinte. Bon, enfin, vous avez entendu parler du Zika, quand même. Vous ne pouvez pas passer à travers. Hein. Bon, ouais. Donc, une femme enceinte de 10 semaines d'aménorrhée qui rentre d'un voyage de 3 semaines en Guadeloupe. Ça, c'était l'année dernière. On peut dire que maintenant, elle rentrerait d'un voyage dans un pays du sud-est asiatique, par exemple. Et elle présente une éruption et une conjonctivite qui évoquent l'infection à Zika. Donc là, je vous ai mis quelques photos de ce qu'on peut voir. Donc une éruption maculo-papuleuse qui évoque le Zika. On y pense d'autant plus qu'elle a voyagé dans un pays d'endémie. D'accord ? Alors, est-ce que vous connaissez des choses? Je pense quand même que vous connaissez des choses sur l'épidémiologie de cette infection. Parce que voilà, si vous avez lu les journaux, vous avez lu... qu'est-ce que vous en avez retenu de ça? Oui? Tout à fait, oui. Très bien, oui, tout à fait. Et en effet, c'est une infection qu'on connaissait, c'est une infection donc à flavivirus. Donc je passe là-dessus parce que je pense quand même que vous aurez un petit cours là-dessus. Et qu'on connaît depuis longtemps, qu'on connaît depuis la première moitié du XXe siècle en Afrique. Et puis, on s'est rendu compte que ce virus qui avait émergé probablement au début du XXe siècle en Afrique, après, il a bougé, il a voyagé. Et c'est vrai qu'on l'a retrouvé, du coup, dans les années récentes, dans les dernières années, on l'a retrouvé dans le Pacifique à partir de 2007. Puis, il a été retrouvé en Polynésie française en 2013 et aux Antilles. C'est pour ça que ça nous a beaucoup concernés en France, puisqu'il y en a eu beaucoup aux Antilles en 2015, et puis dans toute l'Amérique latine, et notamment au Brésil. Alors ça vous montre, c'est pas top la rediffusion, mais ça vous montre où on peut encore trouver le virus actuellement. Et donc tout ce qui est ici en violet, ce sont en fait les zones où dans les derniers 6 mois, enfin 9 mois plus exactement, le virus circulait encore. Alors pourquoi 9 mois? Parce que 9 mois, c'est l'échéance d'une grossesse. Hein. Et donc, du coup, là, ce que vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ça ne circule plus dans les Antilles actuellement, dans nos Antilles actuellement. Hein, enfin, c'est-à-dire en Guadeloupe et en Martinique. Mais en revanche, ça circule à Cuba beaucoup, vous voyez, dans toute l'Asie du Sud-Est, et puis en Amérique latine encore. D'accord ? Donc, on pourrait encore avoir des cas liés à des voyages. Alors, cette femme enceinte, vous avez vu, elle a voyagé dans un pays en zone d'endémie, elle a une éruption. En plus, on est en 2016, donc on y pense. On pense au Zika. Comment, à votre avis, on peut faire un diagnostic? Alors, comment on fait un diagnostic d'infection virale? Vous savez, une sérologie, et on peut aussi rechercher le virus directement dans le sang par PCR. Très bien, c'est ça. Donc, on fait en effet une RT-PCR. Mais il faut savoir que la virémie, elle est très courte. Hein, donc, elle va être positive au J0 et au J5 du début des symptômes, et après, elle va se négativer. Il y a un peu plus de virus dans les urines, ça dure un peu plus longtemps, mais pas beaucoup. Hein, ça peut durer jusqu'autour de J10 après le début des symptômes. Et la sérologie, elle va permettre de diagnostiquer la primo-infection grâce aux IgM, qui vont être positives à partir de J3 des symptômes, et les IgG positives à partir de J5. Mais attention, cette sérologie, elle est assez difficile, notamment parce qu'elle repose sur des tests qui ne sont pas très récents. Mais bon, on peut quand même évidemment en tirer quelque chose. Alors là, la PCR Zika est positive dans le sang de cette jeune femme qui confirme donc son infection maternelle à Zika à 10 semaines d'aménorrhée. Alors ça, je fais encore appel à vos connaissances générales. Qu'est-ce que ça a comme conséquence potentielle pour le fœtus et qu'est-ce qu'on doit faire là dans le cas échéant chez pour cette jeune femme? Voilà, donc en effet, c'est un petit peu comme pour le CMV, comme pour la rubéole, le risque, c'est l'atteinte du cerveau fœtal. Une atteinte du cerveau fœtal qui peut entraîner, lorsque l'atteinte est très importante, une microcéphalie. Et c'est pour ça que ça a été repéré
par les obstétriciens, par les pédiatres, avec la microcéphalie, parce que c'est spectaculaire et c'est relativement facile à voir. Mais en fait, il y a plein d'autres lésions possibles. On voit il peut y avoir des dilatations des ventricules, enfin plein de lésions liées à l'infection du cerveau fœtal qui peut être très sévère. Donc, mais la transmission verticale, elle reste toujours assez mal connue. Elle est autour, probablement dans les quelques dernières publications qu'il y a, autour de 10%. Ça paraît pas beaucoup, mais on a très peu de données fiables, en fait, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de séries qui ont été vraiment très bien, de femmes qui ont été vraiment très bien suivies. Ça serait autour de 10% de transmission materno-fétale. Et donc, c'est essentiellement le problème, les anomalies neurologiques. Donc, pour cette dame, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, en fait, on va surveiller par l'échographie le fœtus, et notamment le cerveau, hein, un petit peu comme on a décrit tout à l'heure pour le CMV, c'est pareil, on recherche la microcéphalie, mais aussi les gros ventricules, des atteintes de la substance blanche, etc. Et le diagnostic prénatal, à votre avis, on le fait comment? Amyosynthèse aussi, oui, on n'a pas d'autre choix. Amyosynthèse avec une PCR dans le liquide amniotique, PCR Zika virus. Et ça, on va le faire, en fait, en pratique. Les recommandations, c'est de le faire que si il y a des signes échographiques. Voilà. Et après, si la PCR, là, dans le cas échéant, la PCR Zika virus, c'est un cas qu'on a eu à Necker, la PCR Zika virus était fortement positive dans le liquide amniotique. Et il y avait des lésions importantes au niveau du cerveau du fœtus. Et il y a eu une décision d'interruption de grossesse à peu près, je pense que c'était au milieu du deuxième trimestre, vers 25-26 semaines. Voilà, je pense que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Donc, Flore va continuer avec les autres virus. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour le cours CMV. D'accord ?